C'est donc le troisième panel qui sera un format plus, comment dirais-je, plus spontané, voilà. Et je voudrais, parce que c'est quand même la figure imposée que m'a donnée le docteur Kanamura. Alors, on a parlé de leadership. Oui, les médias sont le tam-tam des temps modernes. Et c'est celui qui joue du tam-tam qui dit comment on doit danser. Donc, c'est à peine étonnant que les jeunes filles veuillent jouer du tam-tam. En fait, tout le monde a le droit de jouer du tam-tam parce que sinon, le tam-tameur ou le tam-tamiste, je ne sais pas, en tout cas, c'était souvent un garçon jusque-là, il jouait la musique qu'il aime, au rythme qu'il veut, et ceux qui ne pouvaient pas en jouer devaient courir derrière pour essayer de danser, au risque même de se trouver ridicule. Donc, c'est à peine étonnant qu'aujourd'hui, les femmes, les jeunes femmes, et tout le monde, en fait, toutes les personnes qui se sentaient écartées de cette médiatisation puissent reprendre à leur compte pour quand même changer le narratif. On veut bien dire que si on veut changer, par exemple, l'histoire de l'Afrique, il faut que ce soit le lion qui raconte l'histoire et pas le chasseur, mais c'est tout à fait la même chose parce que dans le cas d'espèce, les lions, ce sont les personnes qui jusque-là n'avaient pas voix au chapitre. Et donc là, elles ont voix au chapitre, toutes les personnes. C'est bien aussi, on décrit beaucoup le plafond de verre, et si, enfin, dans ce cas de figure, chacun peut dire quelque chose, c'est tout aussi bien. Après, en effet, il faut laisser les gens faire leurs bêtises jusqu'au bout, et puis à ce moment-là, on peut leur dire « c'était pas bien », là, ils vont nous écouter. Je crois que vous êtes d'accord, parce que tant qu'ils n'ont pas testé la bougie qui brûle, ils ne voudront pas. Pour ma part, je suis chercheur en droit des femmes, je suis en faveur des droits des femmes, je ne suis pas du tout féministe, je l'assume pleinement. Je reconnais ici que le programme des féministes est fondé, la lutte elle est fondée, mais le mode opératoire, de mon point de vue, est devenu une caricature, de telle sorte que plus personne n'arrive à percevoir ce qui pourtant a lieu d'être. Et c'est en cela que je dis que je ne me reconnais pas dans la manière de faire les choses. Les droits des femmes, c'est quoi? On parle d'égalité. Ce n'est pas qu'un homme est une femme, mais c'est une égalité d'accès aux droits. C'est-à-dire que les droits des femmes, en fait, ce sont les droits des hommes, tout simplement. Et l'idée, c'est que les femmes puissent avoir accès aussi, en tant qu'être humain, à ces droits, la scolarisation, la santé et toutes sortes de droits. Je ne veux pas manquer de dire que je suis pasteur assistant au CRC international et que oui, et que pour moi, je ne vois pas, je l'ai dit au début d'ailleurs, que pour moi, le monde n'est pas un monde d'Amazon. Et ce n'est pas parce que j'ai dit cela que les hommes ont leur place, que cela veut dire, et je ne me reconnais pas non plus, même si cela est courant, parce que quand nous parlons de nos traditions, il y a beaucoup de choses. Avons-nous, au nom de nos traditions, le droit de faire le tri? Ou est-ce que parce que ce sont nos traditions, alors on embrasse tout et on ne fait pas la différence? Parce que, de mon point de vue, aucune tradition ne doit pouvoir être un préjudice à un être humain, à une femme, à une fillette. Que ce soit l'excision, que ce soit tout ce que l'on veut. La polygamie fait partie de cela. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais la liberté des uns doit-elle enrôler tous les autres? Rien n'est moins sûr. Nous allons donc rentrer dans le dernier panel qui s'intitule « Médias et promotion de la masculinité positive ». Je me suis beaucoup battue au téléphone avec le docteur Kanamura pour lui dire pourquoi masculinité positive. C'est vrai que cela à court, il saura nous le dire. Et nous avons donc comme modératrice Madame Tricia Nyota Vanderberg, économiste, experte en intelligence stratégique et directrice du cabinet de conseil 3MBIS. Nous allons appeler le docteur Paul Kanamura, président de l'Institut Africa, lequel me recommande... Pardon? Où qu'elle est? Elle est au début. Mais il faut... Ah, elle est arrivée. Il n'y a personne qui nous écoute, alors d'accord, je vais faire comme si je n'ai pas entendu. Nous allons appeler Maître Malisa Saïd Swalihi, avocate à Marseille et à Moroni. Nam Karibou, maître. J'étais en Gazidja, donc l'île de la Grande Comore. Et vous vouliez que je vous rejoigne sur le panel, je peux rester là. J'ai une bonne idée. J'ai invité le délégué général de l'Association des élus de France, monsieur... Rudy Kadimatika. Voilà.
Merci de bien vouloir participer à ce dernier échange. Au pied levé. Oui, mais qu'on ne peut pas faire un homme. Les hommes peuvent tout, n'est-ce pas? La pression. Non, non, non. C'est un bon client. Voilà. Donc, je sais que vous avez encore des questions. Il va y avoir ce qui va être dit ici. Vous allez pouvoir poser vos questions. On va finir ensemble. On va continuer ensemble. Madame Latier, j'attends que vous puissiez intervenir aussi, bien évidemment. Qui n'a pas posé de questions, qui n'a pas pris la parole, ne sort pas d'ici. Parce que nous savons que nous avons une bouche longue comme le kilomètre. Hein? Les micros sont là, il faut prendre la parole et pas... Prenez la parole. Voilà. Bien, merci. Et quel plaisir aujourd'hui d'être parmi vous avec tant de femmes et d'hommes de qualité, Excellence, Madame la Première Dame. Je suis ravie d'être parmi vous. Et dans ce format, on va dire surprise, et nous sommes des femmes qui ne se laissons pas surprendre, disons-nous, ou plutôt qui s'adaptons. Nous nous adapterons donc à ce changement de panel. Et donc, lorsqu'on m'a proposé de modérer cette table ronde, dont maintenant je serai, on va dire, plus panéliste aussi que modératrice, donc plus copanéliste, on va dire, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de la masculinité positive? Même si j'avais entendu, on en a entendu parler, bien sûr, et en plus pas par les moindres acteurs, notamment par le président Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, dont je suis aussi originaire. Donc, effectivement, on se demande comment cadrer cette thématique, ou plutôt comment l'encadrer dans le cadre des médias et de la promotion de la masculinité positive. Bien sûr que la RDC a porté à son plus haut niveau politique cette thématique, mais au niveau, disons, des différentes sensibilités, le message était vraiment, il faut bien comprendre que c'était dans le cadre de la présidence du président de la République auprès de l'Union africaine, et que dans ce cadre, il avait organisé une grande conférence, et si je retrouve le nom, qui était la conférence des hommes sur la masculinité positive dans le leadership pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Et donc, ceux-là, avec l'initiative du docteur Mukwege, qui n'est plus à présenter, sont tous des initiatives qui, effectivement, sont portées par cette masculinité, disons-nous, peut-être positive. D'accord? Et je le mets entre guillemets. Maintenant, si nous devrions présenter les enjeux de cette masculinité positive, je vais me présenter brièvement pour que vous compreniez l'axe sur lequel, ou le regard schizophrénique que je vais poser sur la thématique, et vous permettre de comprendre sur quel axe j'ai voulu bien aborder le sujet. D'accord? Donc moi, je m'appelle Tricia Nyota Vandenberg, j'ai créé une approche qui s'appelle la Yoali Intelligence. Et cette approche, elle est inspirée d'Afrique, elle est inspirée de nos traditions africaines. Yoali est la notion il s'agit de dire que c'est l'intelligence d'être soi et de percevoir le monde. Et par rapport à cela, j'ai fusionné des approches qui sont l'intelligence économique et les neurosciences motivationnelles pour pouvoir réintégrer l'humain dans la stratégie. Et comment je réintègre l'humain dans cette stratégie? Très concrètement, c'est-à-dire qu'on part de l'humain pour créer et mettre en place une stratégie, un plan d'action. Et ainsi, c'est là que, quand je vois cette thématique, je me dis, tiens, en regardant cela avec 3 paires de lunettes, parce que l'objectif de regarder les problématiques sous ce regard yoalitique, c'est d'être dans sa pleine puissance. Et il ne s'agit pas, on a parlé beaucoup de pouvoir, de permission, de puissance. Il s'agit ici de puissance dans le sens de pouvoir et permission. Comment se donner le pouvoir, se donner la permission d'être qui vous voulez être pour pouvoir être dans l'intelligence de votre perception du monde. D'accord?
Et ainsi, ce que je vais dire, j'ai donc fait un petit résumé pour pouvoir mettre en exergue comme ça les enjeux. Et ensuite, j'inviterai peut-être mes copanélistes à apporter leur contribution et à débattre sur le sujet. Ainsi donc, dans cette thématique de médias et de promotion de la masculinité positive, il y a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux de représentation et de stéréotypes. Les médias ont souvent tendance à représenter la masculinité de manière stéréotypée, ce qui limite la diversité des rôles et des comportements masculins visibles. Il est essentiel donc de promouvoir des représentations variées qui reflètent la diversité des expériences masculines. Le stéréotype de genre persiste, comme l'homme fort, émotionnellement stoïque, dominant, notamment un exemple Gladiator. Voilà ce que devrait être l'homme idéal. Ou encore, les médias doivent travailler à déconstruire ces stéréotypes en montrant des hommes exprimant des émotions, participant, pourquoi pas, à des tâches domestiques et adoptant des rôles rôles de soutien dans le foyer et dans des tâches qui, soi-disant, ont des étiquettes féminines. Ensuite, deuxième enjeu, c'est l'impact sur la santé mentale et émotionnelle. La pression des normes traditionnelles. Dans chacun de nos pays, sur chaque continent, il y a la pression des normes traditionnelles. Les normes traditionnelles de la masculinité peuvent contribuer à des problèmes de santé mentale, et on ne le sait pas assez, mais chez les hommes, comme l'anxiété, la dépression, même le suicide. Les médias donc doivent sensibiliser à l'importance de la santé mentale et promouvoir des comportements de recherche d'aide. Encourager aussi les hommes à exprimer leurs émotions et à chercher du soutien sans honte ou stigmatisation. Enfin, l'éducation et la sensibilisation des jeunes. On parle des médias, mais les jeunes garçons sont fortement influencés, on parlait des influenceurs tout à l'heure, sont fortement influencés par les représentations médiatiques de la masculinité. Les médias éducatifs, les programmes destinés aux jeunes doivent inclure des messages sur la masculinité positive, et les influenceurs et les célébrités ont un pouvoir considérable pour façonner les attitudes et les comportements. Encourager les figures publiques à promouvoir des messages de masculinité positive peut aussi avoir un impact significatif. Enfin, quatrième enjeu, nous avons la responsabilité des créateurs de contenu. Les créateurs de contenu doivent être conscients de l'impact de leurs récits et des personnages sur la perception de la masculinité. On voyait qu'à chaque fois, nos enfants grandissaient avec des petits ours bruns où la maman ours est toujours celle qui est dans la cuisine et toujours en train de faire le ménage, et papa ours est celui qui va toujours au bureau. Donc effectivement, même ces images-là, c'est des images et des messages que les petits garçons grandissent avec, maman à la cuisine et papa au travail. Ainsi, c'est aussi une responsabilité des créateurs de contenu, et effectivement, pourquoi pas que ces créateurs de contenu travaillent avec des experts, des psychologues, des experts du genre, des organisations de soutien, pour assurer que les représentations soient authentiques et bénéfiques à la société. C'est aussi une responsabilité des médias. Engagement communautaire. Les médias doivent impliquer les communautés locales dans les discussions sur la masculinité positive, organiser des forums, des ateliers, des campagnes qui encouragent les hommes à partager leur expérience et à soutenir les uns et les autres. Parce que, comme le disait très bien notre maîtresse de cérémonie, c'est vrai que nous ne vivons pas dans un monde d'Amazon. Nous vivons avec... Pour moi, souvent, sur la question des quotas, on me dit toujours « Oui, mais est-ce que les quotas ne sont pas violents et il ne faut pas, il faut pas s'en priver et laisser sa chance à tout le monde ?» Et puis j'ai dit « Non, si on voit que les quotas sont violents, quelle est la violence de se priver de tout un pan de la société, à savoir les femmes, dans le monde des politiques et des entreprises ?» C'est ça qui est violent, c'est de se priver de tout un pan de la société. Et franchement, les hommes se sont plantés, laissez-nous aussi se planter.
Laissez les quotas nous mettre dans les postes. Laissez-nous faire des mauvais ministres, des mauvais présidents, des mauvais députés, des mauvais avocats. Pourquoi nous, on n'a pas le droit? On a le droit. On a le droit d'apprendre. Parce que l'erreur est humaine. Nous sommes des êtres humains. Ce monde est dirigé par des hommes depuis la nuit des temps. Est-ce qu'il va bien? Alors laissez aussi les femmes essayer. S'il ne va pas bien, on va se donner la faute ensemble. Hein? Ensuite, enfin, la politique et les régulations et les normes. Écoutez, les régulateurs des médias peuvent jouer un rôle en mettant en place des normes et des directives pour la représentation du genre, et c'est pour ça que j'étais sur ce sujet-là, promouvoir des politiques qui encouragent la diversité et l'inclusion dans les médias. Donc, enfin, pour conclure, aborder ces enjeux clés est essentiel pour promouvoir une vision saine et inclusive de la masculinité, s'il y a une masculinité. Les médias, en tant que puissants vecteurs de culture et d'idéologie, ont une responsabilité et une opportunité unique de remodeler les perceptions de la masculinité et de favoriser une société plus équilibrée et équitable, en mettant l'accent sur la diversité, la santé mentale, l'éducation, la responsabilité créative, et c'est très important cette responsabilité créative, l'engagement communautaire et le soutien institutionnel. Nous pouvons progresser ainsi vers une représentation médiatique plus positive et constructive de la masculinité. Je vous remercie. Bien, maintenant je vais passer la parole au docteur Paul Cananoura. Peut-être qu'il a plus une idée de comment il souhaite orienter le débat, et je ne le présente plus puisqu'il est à l'initiative de la journée de ce jour. Bien. Au nom de la masculinité positive, je passe la parole à ma vice-présidente. Merci Paul, même si je n'y étais pas préparée, mais au nom des femmes leaders, je vais prendre donc le micro au vol. Tout d'abord, honorable assistance, mesdames et messieurs, je suis sincèrement heureuse d'être parmi vous ce jour, donc en tant que vice-présidente de l'Institut. Et je tiens encore une fois à féliciter et à remercier Paul pour sa confiance et surtout pour le travail accompli, parce que ça fait 10 ans déjà, n'est-ce pas, notre première conférence, et donc c'est aussi cette pérennité et j'ai envie de dire la réussite de ces événements qui font qu'aujourd'hui on peut se prévaloir d'un bilan, mais j'espère qu'on aura l'occasion un autre jour aussi d'en discuter. Alors, le thème, la masculinité positive, quel thème barbare, excusez-moi de peu, mais rien que l'expression, à mon sens, en tout cas à mon humble avis, il y a quand même une certaine dichotomie à vouloir rassembler les deux termes dans la même phrase. Et je vais peut-être commencer mon propos par une expérience, je dirais pas personnelle, même s'il s'agit de relater les faits qui se passent dans mon pays d'origine actuellement. Alors l'année dernière, ça a été évoqué il y a quelques instants, il y a eu la conférence africaine sur la masculinité positive, et donc elle a eu lieu aux Comores, pays dont je suis originaire. Et durant cette conférence, donc le président Azali Assoumani, qui était alors le président en exercice, a été élu champion des droits des femmes par l'association des femmes leaders africaines. Alors, on a été quelque peu surprises, quand je dis surprise, nous, femmes d'origine comorienne, parce que les Comores sont le pays où, par exemple, dans le gouvernement, on ne compte qu'une seule femme. Voilà. Et comme d'habitude, à un poste ministériel, celui de la santé en l'espèce, puisque, comme d'habitude, en tout cas aux Comores, heureusement, fort heureusement, ce n'est pas le cas pour tous les pays africains, les femmes n'ont jamais de fonction ministérielle
régalien. Jamais, jamais, jamais. Et c'est le cas, hélas, dans beaucoup d'autres pays. On se contente de leur donner des postes, fonctions sociales, santé, plutôt éducation, toujours pour nous renvoyer à cette fonction de femme au foyer. Donc c'était pour citer un premier exemple de ce qui se passe aux Comores. Alors encore une fois, on n'était pas une contradiction près, puisque, et là c'est un événement beaucoup plus récent, puisque nous parlons de femmes et médias. Lorsqu'on est femme, je parle encore une fois des Comores, et qu'on est dans les médias, qu'on est journaliste, on est plus facilement la cible des attaques, notamment sur les réseaux sociaux. Et actuellement, il y a une amie qui est journaliste, qui était anciennement rédactrice en chef du journal d'État, qui s'est fait violemment attaquer parce qu'elle a écrit un article qui a été repris par Le Monde, d'ailleurs, pour relater l'emprisonnement de 2 jeunes femmes accusées d'être lesbiennes. Donc une simple rumeur a circulé dans le village et ça a été repris par la justice, et la justice a donc procédé à l'arrestation de ces 2 femmes qui sont depuis 2 semaines détenues dans les zones comoriennes sur le simple fondement d'une rumeur, et cela a suffi. Donc elle a relaté ces faits dans les journaux et la presse internationale, et elle a fait l'objet donc de violentes attaques. Tout ça pour dire que c'est bien beau lorsque les hommes veulent faire la promotion de la masculinité positive, encore faut-il qu'ils puissent joindre l'acte à la parole. C'est le premier point. Le second point, c'est notre part. Parce que là, j'ai passé quelques minutes, peut-être les hommes se sentiront attaqués, mais nous avons aussi une part de responsabilité. Pourquoi ? Parce que ce sont nous, les femmes, qui élevons les garçons. Ce sont nous qui avons finalement ce rôle essentiel de ne pas transmettre cette toxicité qui existe, que les hommes véhiculent auprès des petits garçons. Je suis avocate à Marseille, anciennement élue, et je vois un peu trop souvent des comportements odieux des petits garçons, d'adolescents, et je vois souvent des mamans excuser, pardonner, justifier ces comportements. Et je pense que nous avons donc notre responsabilité également. Donc là, je parle aussi à toutes les mères. Je suis personnellement maman de 3 garçons et une fille. Et je tente en tout cas d'inculquer ce principe à mes garçons, même si ils m'accusent bien souvent d'être misandre en disant mais c'est pas normal, tu avantages plus souvent notre sœur plutôt que nous. Loin s'en faut. Je tente juste de transmettre les bonnes valeurs à ces jeunes garçons de manière à ce qu'ils ne reproduisent pas ce qu'aujourd'hui nous reprochons aux hommes. Donc c'était juste pour donner quelques exemples finalement des contradictions de certains leaders politiques, et là je parle des hommes, mais de nos propres contradictions. Et il est temps finalement de faire notre introspection commune si nous voulons réellement lutter contre les stéréotypes et la masculinité toxique. Voilà pour ma petite intervention au pied levé sur ce que m'inspirait ce thème, et je reviendrai peut-être pour 1 minute pour un discours de clôture, mais après l'intervention de notre collègue ici présent. Merci beaucoup. Effectivement, c'était tout à fait juste. Et comme je me devais d'introduire, j'ai essayé de trouver en fait des enjeux à cette question-là, si cette question-là était vraiment une question, mais c'était bien que vous y ayez apporté cette nuance sur la masculinité
positive. À présent, je vais passer la parole à notre invité surprise et qui est habitué à ce genre de jeu politique finalement et d'intervention. Donc je te passe la parole, cher Rudy, et je t'inviterai à te présenter peut-être 2 minutes et de présenter l'activité de ton association, peut-être parce que ça pourrait aussi intéresser la salle. Je te remercie. Bien sûr. Bonjour à tous, à toutes et à tous aux quelques hommes qui sont présents dans la salle. Tout d'abord, mes remerciements à Lady EPC qui me permet de pouvoir m'exprimer cet après-midi au milieu de vous. Et, bien entendu aussi au président à qui on peut remercier de l'organisation de cette journée. Mes respects à Madame Son Excellence, la Première Dame boumédienne, et aussi une salutation distinguée à tout ce que vous représentez dans votre pays. Est-ce que votre pays représente aussi dans l'africanité, dans ce qu'a été le panafricanisme? Voilà, en vos grades et qualités, chers messieurs et dames, puisqu'on ne sait pas qui se trouve parfois derrière ces sièges. Il y a certainement des personnes très importantes et je vous salue très chaleureusement. Alors ensuite, donc, je me présente, Rudy Kazi Matsika. Donc je suis élu dans une commune qui s'appelle Saint-Germain-l'Herpajon en Essonne. Je suis aussi délégué général de l'Association des élus de France dont Madame EPC a parlé tout à l'heure. Je suis aussi intervenant média et conférencier notamment. Alors bon, rapidement, mon association est une association d'élus qui a pour but de lutter contre les fractures qui traversent le pays. Notamment en organisant toute une série d'événements, en participant au débat national et aussi sur des champs de réflexion, ce qui nous a permis d'écrire un livre qui s'appelle La promesse républicaine et de sortir une revue semestrielle qui porte le même nom et d'organiser tout un tas d'événements qui va nous permettre de toucher à différentes fractures qui peuvent être d'ordre social, économique, environnemental, identitaire, territorial et aussi social, au sens de la place de la femme aussi dans la société et aussi de la place de l'homme vis-à-vis de la femme dans la société, parce que pour moi c'est aussi tout aussi important, on parlait tout à l'heure de travailler ensemble à une société nouvelle. Alors, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les médias et la masculinité positive, moi, j'ai un peu de mal avec ce terme de masculinité positive. Parce qu'en soi, la masculinité, c'est ni négatif ni positif. J'aurais plutôt même tendance à penser que la masculinité, au sens naturel du terme, c'est censé être quelque chose de bien. Comme le fait d'être une femme, d'être féminin, c'est quelque chose de bien. C'est intrinsèque, en fait, à la nature humaine. En tout cas, tel que l'homme et la femme sont constitués, je ne vois aucun problème, en fait, à ce que la masculinité soit positive ou à ce que la féminité le soit tout autant, voire même plus, si on prend les temps qui courent, qui nécessitent d'avoir davantage de féminité. Alors par contre, je dirais que si on nous enjoint à discourir et à réfléchir sur ce que la masculinité pourrait être positive, c'est parce que la masculinité n'a pas toujours été positive. Elle a souvent été négative. Je pense que tout à chacun et tout à chacune, on ne serait pas forcément là ici si la masculinité avait joué son rôle. Voilà. Donc, depuis, je sais pas, la nuit des temps, peut-être, l'homme n'a eu de cesse que de profiter de sa position pour dominer. Et la domination n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça dépend sur qui on domine. Si on domine sur la terre, si on domine sur les ressources pour les rendre accessibles aux plus demandeurs, la domination à ce titre est une domination positive. Mais si maintenant on domine sur son confrère, si on domine sur son voisin, si on domine sur ce qu'on appelle le sexe opposé, mais pour moi ce n'est pas un sexe opposé, puisque les sexes, en réalité, lorsque l'embryon se forme dans le ventre d'une femme, ce n'est qu'après que le sexe se détermine. Sinon, au départ, en réalité, on est tous plus ou moins pareils. L'humanité ne crée pas de différence en soi au départ. C'est après, pour l'organisation du monde, de la procréation, qu'il y a effectivement une différenciation sur le plan physique, mais les deux sont amenés en fait à produire quelque chose d'équilibré
pour la société. Mais en soi, normalement, il n'y est pas censé y avoir de différence. Et la domination, lorsqu'elle doit s'exprimer sur la Terre pour pouvoir permettre, normalement, à ce qu'il y ait un élan qui permet à l'humanité de pouvoir se développer, à pouvoir s'inscrire dans une évolution positive, normalement, là, il ne devrait pas y avoir à ce que l'homme puisse dominer outrageusement sur la femme. Je le dis parce que déjà, moi, je suis un homme marié. Depuis, je crois que si je rentre dans notre 16e année avec mon épouse, j'ai 6 enfants, j'ai 4 filles. Oui, 6, oui, tout à fait. Gloire à ma femme, n'est-ce pas? Gloire à ma femme. Voilà. Voilà. Et parmi les 6, j'ai 4 filles et j'ai 2 garçons. Et à mon sens, la question de l'éducation s'est pas trop posée dans nos échanges tout à l'heure. Je l'ai pas trop entendu, en tout cas, ou alors de façon assez sporadique. Mais pour moi, il est vraiment important de se poser la question de quelle éducation est-ce qu'on veut donner à nos enfants pour déjà corriger nos erreurs, voilà, nos erreurs actuelles, nos erreurs du passé, et aussi pour travailler à avoir une génération d'hommes et de femmes qui respectent la femme, mais aussi qui respectent l'homme, puisqu'on a besoin de se respecter et de se regarder comme égaux, comme faisant partie d'une même pièce de monnaie, voilà, des deux faces d'une même pièce de monnaie, et aussi de réaliser en fait qu'on doit construire ensemble le monde que l'on veut pour demain. Et à ce titre, je crois que moi, en tant qu'homme, il est important de parler en fait à l'homme. Voilà, il y a quelques hommes dans la salle, et de dire, mais en fait, faites attention aux représentations de la société qui nous enjoint en fait finalement à considérer la femme comme un produit. Parfois, la femme se considère elle-même comme un produit. Alors, on voit parfois certaines publicités où il y a une façon de se dénuder qui est assez outrageuse et qui n'incite pas en fait à respecter la femme pour ce qu'elle est, mais plutôt pour ce qu'elle semble présenter ou ce qu'elle pourrait représenter. Et donc, de casser en fait ces biais de la société pour offrir en fait et donner à nos femmes, à nos mères, à nos filles, à nos sœurs, à nos cousines, et même à la femme qu'on peut croiser dans la rue, tout simplement, la représentation qui lui sied véritablement, c'est-à-dire celle de quelqu'un qui compte pour la société, celle de quelqu'un qui procrée, celle de quelqu'un sur qui repose toute la société, parce que l'éducation, finalement, c'est ce qui nous permet en fait d'incarner la vie. D'incarner la vie. Regardez, moi je suis là, ma femme n'est pas avec moi. Elle est où? Elle est à la maison, elle s'occupe de nos enfants. Est-ce que c'est parce que c'est par envie malsaine que on en a décidé ainsi? Ben non, tout simplement parce qu'il y a un jeu en fait de soutien l'un à l'autre, tandis que l'autre occupe tel ou tel besoin de fonctionner. Mais moi, quand je rentre à la maison, le discours que je tiens à mes garçons, d'ailleurs, il se trouve que l'aîné de la famille, c'est ma fille, elle a 15 ans, et mon fils a fêté ses 14 ans hier. Chez nous, le droit d'aîné, c'est quand même quelque chose d'important. Bah, pour moi, c'est normal que mes fils et mes autres filles, en fait, obéissent à ma fille aînée lorsque on n'est pas là ou lorsque ma femme a besoin de se reposer sur elle. Et donc, à ce titre, je dis souvent à mon fils que ben, en fait, voilà, ta grande sœur, c'est ta grande sœur, en fait. Voilà. Et quand on lui donne des consignes, eh ben, en fait, tu dois les respecter. Et tu dois faire attention, lorsque vous vous disputez, parce que malheureusement, ça arrive, à ce que tu n'utilises pas ta force humaine, donc masculine, pour essayer de dominer outrageusement sur elle, parce que tu sais que tu es plus fort qu'elle physiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que l'homme, lorsqu'il est contrarié, il a souvent tendance à se manifester par la force physique. Je suis l'homme. Je commande, tu dois te taire, tu dois me suivre, ou sinon, attention, je peux lever la main sur toi. Mais lorsqu'un homme agit comme ça, c'est qu'il est en échec. En réalité, l'appel de la violence est un aveu d'échec. Alors que pour moi, tout doit se construire en fait dans la convenance. Tout doit se construire dans la discussion. Mon épouse et moi, on discute de tout. Elle sait tout ce que je fais, elle a accès à mon agenda, elle a accès à mon code sur mon téléphone portable, on partage notre compte bancaire, etc., etc. Pour moi, il n'y a que comme ça qu'on construit, en fait, non seulement un couple, mais qu'on construit des exemples, en fait, pour les enfants. Si maintenant, dans le couple, en fait, chacun a son rôle, de son côté, et qu'on n'est pas dans la construction commune, c'est quoi l'exemple qu'on donne, en fait, à nos enfants, finalement? Et après, on va s'étonner qu'il y ait des hommes qui tabassent, en fait, leurs femmes, et c'est parce qu'à la maison, ils n'ont pas forcément
pardonnez-moi, le bon exemple. Voilà. Et je pense aussi que dans cette société qu'on veut construire, il ne faut pas aussi qu'on crée de l'opposition. Et je crois que, vous savez, c'est un peu comme le combat contre le racisme. Là, il ne vous a pas échappé que je suis noir. Donc, voilà. Et donc, le racisme, tous les Noirs ne le subissent pas particulièrement, mais on peut le subir aussi à travers d'autres personnes. Bon, moi, j'ai déjà subi le racisme. Et c'est vrai que quand on aborde ces questions, voilà, on bronche, en fait. Voilà, il y a des choses qui se soulèvent au-dedans de nous, soit par les expériences qu'on a vécues, que nos parents ont vécues. Moi, en plus, j'ai la particularité d'avoir un grand-père qui a été ministre au Congo, donc Congo-Brazzaville, dont je suis originaire, qui a lutté donc contre, pour l'indépendance et qui a fait partie de ces révolutionnaires de l'époque, donc qui ont permis cette indépendance, d'ailleurs qui a milité en faveur de l'Algérie lors ce que se passait effectivement cette guerre en Algérie, qui a fait de la prison d'ailleurs pour ça. Et donc en fait il y a une histoire familiale par rapport à la résistance, par rapport au sentiment, à l'impérialisme qui a imposé aussi une certaine vision dans le monde. Et je le dis en tant qu'élu français, sans vouloir faire de la résurgence du passé, on doit construire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Mais ce combat, en fait, contre le racisme, parfois nous fait broncher. Et quand on veut avoir un discours concis, concret, on a un peu du mal parce qu'on est dépassé, en fait, par nos émotions et on a du mal à construire sur nos émotions. J'aimerais dire, en fait, à nos mères, à nos sœurs, à nos cousines, à nos petites sœurs qui sont ici, qui ont subi l'outrage des hommes, que les hommes ont à se faire pardonner de ces outrages. J'aimerais aussi dire que dans ce combat, en fait, que les femmes mènent pour l'égalité et aussi l'équité. L'équité, c'est un terme important. C'est-à-dire, en fait, l'équité, c'est un terme, l'équité de traitement, c'est un terme qui est d'autant plus important par rapport au droit. Dans le droit, l'équité, en fait, permet à chacun d'être représenté en tant que citoyen dès lors, en fait, qu'on concède que l'État doit nous donner ce pouvoir qu'on lui donne en tant que citoyen. Mais en fait, entre l'homme et la femme, il doit avoir un traitement d'équité par rapport au fait que l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Mais on doit aussi pouvoir se départir de nos émotions en tant que femme, de se dresser parfois face en fait à cette revendication qui est logique, qui est normale et dont on a besoin et qui parfois crée des frictions, alors même en fait qu'un discours posé, concis, dénonciateur mais vrai, parfois pousse l'homme plus en fait dans ses retranchements et à reconnaître la vérité que en fait à se retrouver malheureusement plongé dans des oppositions d'émotions sur lesquelles en fait on n'arrive pas forcément à construire. Donc merci pour le temps que vous m'avez donné et voilà, au pied levé, j'ai essayé d'apporter ma petite contribution. Soyons ensemble, couple, hommes et femmes, pour pouvoir bâtir une société nouvelle. Merci. Merci beaucoup, Rudy. Et c'est vrai que c'est très important, cette nuance que tu fais entre les droits et l'équité, parce que le meilleur exemple pour expliquer ça, c'est que nous avons tous le droit de travailler ou le droit d'aller à l'école, mais nous n'avons pas le même salaire. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux directeurs généraux ou encore directrices des ressources humaines, mais vous n'avez pas le même salaire qu'un homme. Alors que vous avez le droit de travailler, vous avez le droit d'avoir accès à ce poste-là en tant que femme, mais en termes d'équité de traitement, vous n'avez pas le même salaire, vous n'avez pas les mêmes conditions. Donc c'est pour ça que c'est aussi un droit d'équité, cette inclusivité des femmes. Alors, merci beaucoup, cher Rudy. À présent, peut-être que notre maîtresse de cérémonie a quelque chose à partager pour pouvoir, avant de conclure, c'est cela ? Oui, merci de me donner la parole dans ce cadre-là. Alors, je voudrais dire que tout a été dit. Merci, Rudy. Merci, docteur, parce qu'il faut bien que c'est l'occasion qui fait le larron. Nous disons, quand nous travaillons donc avec les hommes, parce que ce qu'il a dit, si je le dis ou quand je le dis, que ce soit à des femmes, pire encore à des hommes, je n'ai pas le résultat que j'ai constaté. Je vous regardais toutes. Tout le monde acquiesce, tout le monde est pénétré de ce qui est dit, les hommes aussi, n'est-ce pas, messieurs ? Si c'est moi qui disais ce que vous avez entendu, vous direz, bon, elle, voilà. Donc, nous en avons conscience. Et vous savez, c'est une question de stratégie. Je pense que dans un combat, il parlait du racisme. Moi, je parle donc de la question des droits des femmes, ou en tout cas de la question des violences. La première chose que j'aimerais dire, c'est que les violences faites aux femmes ne sont que la conséquence de toutes les formes de violence que l'on laisse prospérer dans la société. Quand un petit garçon revient de l'école en pleurant, qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais, on m'a arraché mon goûter, on m'a fait ceci. Il se prend une gifle.
Et tu pleures, mais tu aurais dû rendre le coup. Injonction d'être violent. C'est le même quand il devient un grand qui décide. Il peut aller dire à quelqu'un qui a une bombe, toi, si tu me cherches, tu vas me trouver. Donc, c'est institutionnaliser la violence. La violence aussi est cette source de frustration. Donc, si on ne casse pas le cycle de la violence, si la violence, finalement, est admirée, si tu me cherches, tu vas me trouver dans la cour de récré, tu vas voir ce qui va t'arriver. La violence est admirée, donc ce sont les forts, dit-on, dont on pense que c'est eux qui ont voix au chapitre. Et bien évidemment, quand deux hommes se disputent entre eux, ou quand même ils se parlent, c'est déjà un jeu social. C'est-à-dire chacun va vouloir déployer sa masculinité, sa virilité, de telle sorte que le docteur Denis Mukwege me disait, vous savez, beaucoup d'hommes pensent que les violences faites aux femmes, ce n'est pas une bonne chose. Mais beaucoup, trop peu d'hommes assument de le dire à d'autres hommes encore. Tout est clair. Parce qu'un homme qui veut défendre la cause des femmes, ou plutôt qui veut amener un autre homme à ne pas être violent en l'endroit des femmes, sa virilité est remise en question ou soupçonnée. Est-ce que c'est pas ta femme qui porte le pantalon? Je ne sais pas pourquoi une histoire de pantalon à chaque fois qu'on veut dire quelque chose. Est-ce que je suis en pantalon moi, tiens, voilà. Hein, est-ce que tu es sûr que tu es un homme, un vrai? Est-ce que donc dans le secret, porte fermée, le lion peut devenir un chaton, mais quand il y a une tierce personne de sa famille, de ses amis ou qui que ce soit d'autre, c'est un caméléon. Ça veut dire que c'est difficile pour les hommes aujourd'hui d'être hommes, parce qu'on l'a dit, il y a des challenges, il y a des injonctions sociétales. Un homme doit réussir, il doit pourvoir, il doit. C'est beaucoup de pression. Et moi, dans pression, j'entends oppression. Mais comme les hommes ne veulent pas pleurer, parce que moi, si je me casse un ongle, je pleure, toutes les copines vont venir me dire Yako. Mais un homme, socialement, on ne l'attend pas à la case des larmes, parce que sinon, il a emprunté... il a renié la masculinité, il a emprunté dans la féminité, peut-être que ce n'est pas un vrai homme. Donc si nous voulons arriver à un résultat qui est celui de casser le cycle de la violence en général, et en particulier entre la situation des hommes et des femmes, il va falloir que nous travaillions toutes et tous, chacun dans son couloir, chacun avec ses codes. Il y a plus de femmes ici dans la salle. Vous ne pouvez pas faire asseoir des hommes comme ça de 15h à, on va être bientôt 19h, pour dire que alors les violences, il n'y en a pas un qui va vous écouter. Dans les actions que nous menons, Man Stop Man, c'est une action préventive. Ils comprennent. Et sur le terrain, ils sont déjà violents, ils se tirent le maillot, et qu'est-ce que tu me cherches et tout. Ils sont copains, hein. Mais là, ça va chauffer, c'est mon équipe et pas la tienne. Et donc, comment dit-on, le reporter a pour mission de dire man, stop ta violence. Parce que la même violence-là, c'est elle qui va se répercuter dans le cadre privé. J'aimerais dire pour les institutions, madame, je voulais aussi rajouter cette pièce dans le flipper, quand les organismes internationaux ou les institutions font du women empowerment pour le renforcement de capacité des femmes, même déjà l'expression « je suis un homme », je commence à dire là, on veut ma peau, quoi. Le renforcement de capacité des femmes. Tu vas voir ce que tu vas voir, ça veut dire. Mais c'est bien. Sauf que, moi je m'interroge, pourquoi est-ce que, ce faisant, il n'y a pas de mesures accompagnatrices pour renforcer les capacités des hommes qui vivent dans ces mêmes sphères? Parce qu'il n'est pas dit que parce que ces hommes sont hommes, ça ne veut pas dire qu'ils ont une plantation, ça ne veut pas dire qu'ils ont un commerce, ils n'ont peut-être rien. Donc ce qu'ils voient venir, c'est ce déséquilibre familial qui arrive avec le renforcement de capacités des microcrédits, de toutes sortes de choses qui font que la femme a donc les moyens financiers de pouvoir faire de très bonnes choses, mais on a soigneusement oublié ou dédaigné de faire quelque chose. Et j'aime à le dire, ça se passe dans le rapport Nord-Sud. C'est tordu, mais c'est comme ça. Oui. Et que quand c'est repris localement, ça et là, ben c'est du copier-coller mal adapté aussi. Donc il y a quelque chose à voir. J'aime avoir entre le rapport femme-homme, le rapport Nord-Sud. Ce n'est ni plus ni moins que la même chose. Je vais aller loin. Il ne fallait pas m'appeler docteur. Oui. Quand on dit que... moi, ça m'étonne toujours que Christophe Colomb, ou je ne sais pas qui, a découvert tel pays. Moi, vous savez ce que j'entends dans découvert? C'est ça. Je suis une fille, je suis là, dans ma forêt, j'ai rien demandé. Quelqu'un arrive avec sa caravelle, je ne sais pas quoi, et il me découvre. Et moi, j'ai envie de dire, oh, viol!
Si on me découvre dans la rue, je dis au viol, tout le monde va venir au secours. Mais pourquoi personne ne se dit, tiens, ça aussi, c'est un viol? Pire encore, il découvre cette terre, cette femme, et il, comment dit-on, il l'empale de son drapeau. Même sur la Lune, ils ont fait cela. Il y a quelque chose à trouver. Mais maintenant, pour revenir quand même à ce qu'on peut changer, mais je grossis à peine le trait, je force à peine le trait, je pense qu'il faut que nous soyons contre les violences, tous autant que nous sommes, parce que c'est un préjudice pour tout le monde. Je ne pense pas qu'un homme qui a coupé une femme en rondelles, en se rasant le matin, se dise « je suis un vrai gars, hein, je l'ai bien eu ». Non, c'est un préjudice même là-haut. Et nous ne gagnons rien en tant que société à voir ces dommages. Nous disons que la violence est la force des hommes faibles. Nous le disons. Nous intervenons dans les écoles avec les jeunes et nous le disons. Je travaille avec les jeunes filles. Un monsieur de bonne volonté travaille, mon époux en l'occurrence, avec les garçons. Parce que moi, ce que je dis aux garçons, ils ne m'écoutent pas. La daronne, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte, wesh. Ça passe pas. Non, ça ne passe pas. Et je dis aux filles, ça n'est pas parce qu'on t'a dit que ou on t'a pas dit que, c'est pas ce qu'on te dit de toi qui fait qui tu es. On te dit ce qu'on te dit. Et alors ? Mais toi, qu'est-ce que tu te dis? Tu n'es pas une éponge. Donc, on voit bien qu'on réussit quand même à travailler dessus. Donc, Man Stop Man, je vais finir là-dessus, mais c'est tout à fait l'idée, je veux le croire, de la masculinité positive. C'est même certainement l'idée aussi de he for she. Mais le he for she, je me dis, avant d'être for she, il faut déjà qu'entre he, il y a déjà une conversation intérieure, une remise en question d'un certain nombre de choses pour aller vers l'autre, soi-disant la secourir ou lui faire du bien. Donc tout ça part de bonnes intentions. Mais je pense qu'il faut travailler sur la démarche préventive d'abord. Parce qu'à éteindre des feux qu'on aurait pu empêcher, je crois que le choix, il est vite fait. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire, je ne voudrais rien rajouter d'autre. J'ai quand même le souvenir d'une petite nièce qui parlait beaucoup, qui racontait tout ce qui s'était passé. Tonton a dit que, tata a dit que... Et il y a une tata qui a dit « Arrête ça, une petite fille comme ça, là, ne parle pas comme un journaliste ». Ça m'est revenu là tout à l'heure, j'ai dit, il faut que je le partage avec vous. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais heureusement qu'il y a beaucoup de femmes, c'est pour ça qu'on est là, il y a beaucoup de femmes journalistes, donc. Ça veut dire que journaliste, c'est, quelqu'un demandait de quel pouvoir, mais c'est le pouvoir de jouer du tam-tam, de choisir la musique que l'on va jouer, et les autres n'ont qu'à danser dessus. Donc, puisque c'est ce qui nous rassemble, la question des femmes, mais qui est en miroir avec celle des hommes, sur laquelle on a suffisamment dit ce qu'on pouvait dire, il faut que nous travaillions. Et, ça c'est le pompon sur le béret, les auteurs de violences faites aux femmes sont majoritairement des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Je ne voudrais pas partir et oublier de le dire. Dans la transmission des codes sociaux, ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça, toi aussi supporte. Ah oui, mais je vais accoucher, ah, mais moi j'ai accouché, j'étais accroché à un arbre, j'avais pas de péridurale, supporte. Donc, l'idée qu'on n'est que des guerrières, et on n'entend plus l'appel au secours des autres, pourtant fondé. Et donc, comme ce sont quand même les femmes qui sont dans l'espace privé, les belles-mères, les mamans, les tatas, il y a toujours une femme au-dessus, N+2, comme on dit dans les entreprises, N+1, N+2, pour sévir. Bon, peut-être les psys diront qu'elle elle transmet ce qu'elle a reçu, mais ça devient un cercle infernal. Ça devient un cercle infernal. Donc peut-être que les femmes devraient pouvoir entendre ces choses et lever le pied, mais ça veut dire qu'il faut se réconcilier déjà avec soi-même en tant que femme pour que les violences qu'on a subies ne nous amènent pas à être comme un exutoire de génération en génération, d'une part, et puis que les hommes, de leur côté, donc chacun a un travail à faire, en fait. Quand on dit, vraiment là c'est mon dernier propos, quand on dit que oui, mais c'est les femmes qui éduquent les enfants, elles n'ont qu'à, mais non. Non. Elles éduquent, oui, mais il y a un chef de famille, il y a toujours un chef. Toujours dans une chefferie, on ne peut pas sortir de la chefferie. Chef d'État, chef de classe, chef de famille, chef de quartier, et j'en oublie. Il y a toujours un chef. Allez, on parle entre nous. Et il y a la femme du chef. Merci. Bien, merci Madame la modératrice. Non seulement vous avez fait un excellent travail, mais aussi
Là, vous nous réveillez au moment où vous commencez à s'endormir. C'est avec les concret, donc c'est le moment de souligner, de remercier Son Excellence la Première Dame pour sa présence et surtout la parole est forte, inspirante, qu'elle nous a distillée. Donc je crois que vous avez trouvé quelques adeptes là. Ben, sinon, vous n'irez pas au ciel. Hein? Je remercie Son Excellence l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui nous a accompagnés toute la journée. Il était le premier arrivé dans cette salle. Et il sera peut-être le dernier à partir. Voilà aussi la masculinité positive. C'est comme vous voulez la définition. En fait, c'est que c'est un terme politique pour le moment, surtout pour nos organisations africaines. L'Union africaine est championne des titres, moins d'action, je suppose. Mais quand on a confié cette particularité et cette mission au président Tshisekedi, donc qui est champion de l'Union africaine pour la masculinité positive, c'est une très bonne chose parce qu'il devient ambassadeur de cette masculinité positive. Donc il faut que nous, quand on se saisit d'un thème politiquement, il faut que nous qui réfléchissions, vous qui réfléchissez, nous essayons de refaire quitter la sphère politique pour l'amener dans la sphère pratique. C'est pour cela que nous avons voulu que ce sujet soit à l'ordre du jour de nos réflexions. Et ce que j'ai compris, malgré les différences ou divergences d'opinion, ce qui est très bien d'ailleurs, c'est ce qui suscite le débat. C'est dans le débat qu'il faut que rejaillir la lumière. Ce que j'ai compris qu'il s'agit d'un changement de mentalité, d'un changement de comportement, d'un changement d'attitude, notamment des hommes, mais aussi peut-être des femmes, d'être moins demandeuses, de faire le combat pour conquérir les droits, de faire le combat pour conquérir l'équité, exiger l'équité, de faire le combat pour avoir le droit effectivement aussi de naïveté ou d'échouer. Vous êtes nombreuses, vous êtes électrices et vous votez pour les hommes. Est-ce que vous n'avez pas besoin de masculinité positive? Ou la masculinité féminine plutôt? Ou la féminité masculine? Hein? Est-ce que vous n'avez pas besoin de masculinité féminine ou l'inverse? Ou de féminité masculine pour voter pour les hommes? Vous savez, je vais... parce que nous votons naturellement pour vous, déjà. Et deuxièmement, vous savez, tout à l'heure... j'ai entendu, peut-être je l'ai mal entendu, que le leadership féminin en Afrique, non, ce n'est pas une invention. Le leadership féminin est une constante historique en Afrique. C'est que tout simplement, quand on a déstructuré les sociétés, on nous a fait perdre cela. Parce que, je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît l'histoire de Nana Assima. Au XVIIe siècle, c'était une femme stratège, une femme diplomate qui aidait son frère à Sokoto, au nord du Nigeria. Vous savez, un grand royaume, à s'occuper de l'éducation déjà des femmes à l'époque. Elle était une écrivaine et une enseignante. En arabe, dans 5 langues, y compris l'arabe et les langues africaines qui sont autour, le Haoussa et les autres, 5 langues.
Il y a ces bouquins. Il y a quelqu'un, bon, j'aurais découvert parce que je participais à une thèse à Bordeaux il y a une dizaine d'années pour quelqu'un qui lui a consacré une thèse en littérature où il y avait ces écrits. Et je pense que les autres qui se disent féministes aujourd'hui ou qui se disent modernes, il n'y avait pas, ce que je sache, dans d'autres hémisphères, au XVIIe siècle. Je n'ai pas connaissance, je peux me tromper, bon, je n'ai pas encore vu une femme qui savait écrire à l'époque, ou qui écrivait les documents, ou qui était stratège à l'époque. Donc il y a cela. C'était un leadership féminin, puissant, influent, qui influençait les autres, même les hommes n'arrivaient pas à s'échever, à s'échever, plutôt comme on dit. Et si vous allez vers l'Angora, avec la reine Nsinga, la reine Nsinga, qui a combattu la colonisation du début jusqu'à la fin avec une stratégie extraordinaire. C'est une stratégie militaire de hors norme, mais aussi elle avait des capacités, elle était douée en diplomatie jusqu'à ce qu'elle va avec les Portugais faire le dire à un certain moment, quand elle voit que ça met au bout d'un certain nombre d'années de combat. Quel est le leadership que vous pouvez lui donner? Et à l'époque, en inverse, vous pouvez là pour dire nous sommes leaders ailleurs aujourd'hui. Non, c'est que c'est la médiatisation qui fait le leadership, mais aussi c'est l'histoire qui peut rappeler le leadership. Donc vous devez aussi s'inspirer. Là, c'est des exemples que je donne. Mais là, j'ai oublié les Amazones, parce que les Amazones, tout le monde les connaisse. Les Dahomey, les redoutables... La grand-mère sont des leaders. Les redoutables militaires et que nous connaissons. Donc c'était des leaders naturels. Jusqu'à aujourd'hui, même les unitaires des hommes, on les appelle Amazones dans ce pays. Ou dans plusieurs pays. Donc, nous avons des exemples historiques, comme la première dame le disait, il faut savoir d'où on vient pour conjuguer au présent et savoir où on va. Et puis, on termine, vous savez, peut-être là, je vais faire un petit joke, les hommes africains sont soumis, très soumis même. C'est parfois les femmes africaines qui le savent, mais qui ne le disent pas parce qu'ils ne parlent pas en public. Je vais vers ceux qui sont violents ou ceux qui se matérialisent à l'extérieur, c'est parce qu'ils sont frustrés. Si vous regardez bien ceux qui ont fait la psychanalyse ou la psychologie, c'est qu'ils ont eu des frustrations dans leur enfance ou bien dans leur ménage, et qu'ils vont extérioriser quelque chose à l'extérieur. On m'a raconté une histoire, mais je le mets entre guillemets parce que les gens peuvent vous raconter. Il y avait dans les années 1980 un grand chef d'État africain qui était craint dans son pays, en Afrique, voire dans le monde. On m'a raconté que quand le protocole, bon, il faisait tout, tapage externe, et on m'a raconté que quand le protocole fermait la porte pour entrer dans la chambre, sa femme lui avait dit que pour monter au lit, il faut quitter là à genoux. Donc tout le soir, il était à genoux, il marchait à genoux pour monter comme c'est les grands parents. Donc là, dès que vous fermez là, si le lit est là, donc il fait tout le trajet, il marche à genoux. Hein? Vous voyez marcher comme le truc là, à genoux, comme ça, hein? Juste pour monter. C'était ce que la femme avait trouvé pour le punir. Et donc, à l'extérieur, vous comprenez que le comportement qu'il affichait, hein? Alors qu'il est soumis chez lui. Donc, la plupart des hommes sont soumis. La plupart des hommes sont soumis. C'est pour cela qu'ils vont afficher la frustration à l'extérieur. Et deuxième chose, je n'ai jamais, bon, au moins dans les foyers que je connais ou dans notre culture, quand la femme a dit non, telle personne ne vient pas à la maison.
même si vous étiez l'ami de l'homme, vous vous retrouvez dehors. Est-ce que ça, ce n'est pas une soumission? Et ça existe partout, dans tous les pays africains. Tu peux me contredire? Bon, vas-y, donne l'exemple. Ah, bon, voilà, il n'y en a pas. Bon, ok. Donc, je laisse la conclusion à la vice-présidente. Je vous remercie. Merci, Paul. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participantes et participants, c'est à moi que revient l'honneur ainsi que l'émotion, finalement, de clôturer cette 4e édition du Forum international du leadership féminin organisé par l'Institut Africa. Alors, nous sommes rassemblés ici pour célébrer aussi le pouvoir des femmes, parce qu'il existe, on l'a démontré ce jour, et explorer leur rôle essentiel dans les médias. Permettez-moi tout d'abord, et promis, mon intervention n'excédera pas 3 minutes, de rendre hommage à 2 personnalités exceptionnelles qui ont marqué ce lieu. Nous sommes au Sénat, donc je tiens à rendre hommage à la sénatrice de Guadeloupe dont la récente disparition nous a laissé en deuil. Elle a été une voix forte pour l'égalité des sexes et un modèle pour nous toutes. Donc je tenais à rendre cet hommage aujourd'hui à Madame Victoire Jasmin. Ensuite, à Jean-Claude Gaudin, qui fut l'ancien vice-président du Sénat, et qui m'a offert à moi, et ainsi qu'à d'autres femmes, notre chance en politique. Et son héritage aujourd'hui est incontestable, puisque nous avons de grandes femmes leaders dans les Bouches-du-Rhône, et c'est lui qui a contribué à cet essor. Le thème de cette édition, Femmes et médias, résonne profondément. Les médias sont des outils puissants pour façonner les perceptions, influencer les opinions et promouvoir le changement. Mais trop souvent, la voix des femmes, les voix des femmes sont sous-représentées, leur histoire minimisée. Et pourtant, ça a été dit ici tout à l'heure, il y a des exemples à valoriser. Nous devons finalement changer l'état des choses actuelles. Mesdames, vous êtes les conteuses, vous êtes les journalistes, vous êtes les créatrices. Vous avez le pouvoir de mettre en lumière les enjeux qui touchent les femmes, de briser les stéréotypes et d'inspirer la prochaine génération. Finalement, vous êtes une arme pour l'égalité et un outil pour la justice. Je ne peux que très superficiellement, finalement, aujourd'hui, aborder ce vaste sujet, mais je tenais à exhorter à poursuivre ce dialogue, à élever nos voix et à exiger une place égale dans les médias. Chaque article, chaque émission, chaque tweet, moi j'ai grandi en suivant Lady vous écoute, vous donne la parole. J'ai été profondément heureuse aujourd'hui d'ailleurs de pouvoir la voir en maîtresse de cérémonie parce qu'elle nous a beaucoup inspiré et je tenais à lui rendre hommage. Merci mesdames et messieurs. Ce forum aujourd'hui est plus qu'un événement, c'est finalement un mouvement, une force qui nous unit parce qu'ensemble nous pouvons créer ce monde où les femmes seront entendues, respectées et célébrées. Je tiens pour terminer à exprimer encore une fois ma profonde gratitude à Paul Kananoura, l'initiateur de cet événement. Depuis 10 ans, je l'ai dit, je l'ai souligné tout à l'heure, nous avons travaillé main dans la main au sein de l'Institut, partageant une vision commune pour l'autonomisation des femmes. Ces efforts inlassables ont permis de faire de ce forum un succès. Je souhaite également saluer les différentes intervenantes et intervenants inspirants des différents panels. Leurs paroles ont éclairé nos esprits, ouvert de nouvelles perspectives et renforcé notre détermination à créer un monde plus équitable et inclusif. Je vous remercie donc de votre présence et de votre engagement et que cette édition inspire des actions concrètes et durables.